De l'association, c'est l'époque des Boat People dont on a parlé tout à l'heure. Et le fondement, c'est d'avoir une attention aux personnes qui sont en besoin de protection internationale, c'est-à-dire qui sont en demande d'asile. Hein, ça nous paraissait important de se mobiliser parce que ces personnes-là bénéficiaient de droits, comme ça a été dit, mais le droit, il ne suffit pas de l'afficher, il faut le faire vivre. Et pour le faire vivre, il se posait différentes questions et qui sont toujours au centre de notre action, c'est-à-dire d'abord l'accueil. Le fait que les gens aient une écoute et qu'on puisse les accueillir, d'abord pour les orienter, pour écouter les difficultés qu'ils ont, et ensuite pour qu'ils puissent avoir un logement notamment. Ce qui nous amène à avoir un important programme d'accueil, aussi bien dans des permanences comme la CIMAD que dans des centres d'accueil de logement. La deuxième chose, c'est d'avoir un appui et un accueil accompagné, c'est-à-dire que les personnes, durant la procédure de demande d'asile, qui peut être longue, que les gens puissent avoir un accompagnement qui les conseille, qui leur donne un certain nombre d'indications. Avec une préoccupation et qui rejoint le pacte du pouvoir de vivre, c'est-à-dire toujours garder la liberté des personnes qui ont le droit de choisir ce qu'elles veulent, hein, en totale liberté et pas de façon obligatoire. Et on y reviendra tout à l'heure. Et la troisième chose qui nous guide, c'est le plaidoyer et qui nous amène, et c'est là aussi qu'on rejoint le pacte du pouvoir de vivre, c'est qu'il nous paraît important que dans les décisions publiques, ces préoccupations liées à la demande d'asile et aux besoins de protection d'un certain nombre de personnes dans le monde soient prises en compte, ce qui nous amène à faire des propositions dans le débat parlementaire au niveau européen, à l'occasion d'élections présidentielles et bientôt à l'occasion des élections municipales. Tout ce travail fait que l'association s'est développée donc depuis 35 ans et actuellement, nous sommes sur le quart sud-est de la France puisqu'on a des implantations en Rhône-Alpes-Auvergne, on a des implantations en PACA et en Occitanie, dans une cinquantaine de centres et de services qui mobilisent 300 permanents et 350 bénévoles. Donc ça fait une organisation qui essaye d'être dans l'action, hein, et cette action auprès des demandeurs d'asile. Et ça nous amène effectivement dans ce débat et dans le pacte du pouvoir de vivre à pouvoir partager cette expérience et à pouvoir mettre en valeur la grande différence qu'il y a dans les parcours de demande d'asile. Et ce qui nous semble important et qu'on peut peut-être partager aujourd'hui, c'est de faire attention à ne pas mettre les gens dans des cases. Pour simplifier, les gens en provenance d'Afghanistan, du fait qu'il y a une guerre, ça se situe comme ça. Les jeunes qui viennent de Guinée, pour telle et telle raison, ils sont dans tel cas. Chaque cas est particulier, hein, et on rappelle que la demande d'asile et de protection ne se réduit pas aux situations de guerre. Il y a des situations de guerre, mais il y a aussi des situations de discrimination. Il y a aussi des situations personnelles qui font que des gens ont leur vie en danger. On le voit par exemple chez un certain nombre de jeunes femmes, par exemple du Nigeria. Si on analyse leur situation, c'est des situations souvent très personnelles. Il y a, et c'est là qu'il faut le rappeler, la demande d'asile et la demande de protection est un droit reconnu internationalement. C'est un droit qui a été reconnu par la France et la France a signé les textes correspondants, mais c'est surtout un droit à faire vivre dans nos sociétés. Et c'est en ce sens-là qu'on rejoint le pacte qui a été signé. Mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Merci. Je reprends le micro dans la 3. Juste moins les piles comme ça.
Sur l'approche, comment la CFDT appréhende ces questions de migration, et notamment à travers le pacte. Qu'est-ce que ça change dans nos pratiques? C'est la question que j'ai envie de poser à Sonia. Après, je poserai une dernière question, après je donnerai la parole à la salle. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Je trouve ça très audacieux et très pertinent dans le cadre d'une organisation d'une AG de syndicats de mettre ce sujet sur la table. Parce qu'effectivement, je crois qu'on a un devoir de sensibilisation sur ces questions-là qui est très très important. Donc c'est l'occasion de le faire. Alors pour revenir, juste pour répondre, parce que malheureusement j'ai pas pu assister à toute la table ronde antérieure, mais je trouvais le sujet extrêmement intéressant et riche. Et juste pour resituer de là où on en est aujourd'hui, et avant si tu me permets, Daniel, je vous renvoie à la résolution du Congrès de Rennes, que j'ai potassée là juste avant de venir parce que je ne la connais pas par cœur. Mais ça situe bien là où on en est, nous, la CFDT, sur ces questions-là. Et je ne vais pas tout vous lire, mais dans notre résolution, on a donc l'article 2.3.2 qui s'appelle « Vivre ensemble » et deux points, une cohésion qui se construit dans le monde au travail. Voilà, c'est assez éloquent et il y a plusieurs articles sous ce chapitre-là qui nous invitent à d'abord structurer les réseaux CFDT d'appui aux victimes de discrimination, lutter contre le racisme et les discriminations liées à l'origine, avec des actions de sensibilisation, d'éducation, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui, en 2018, comment on a positionné ce sujet-là au niveau confédéral. Après, bon, ça c'est l'intention, c'est le positionnement politique. Maintenant, concrètement, mais on y reviendra peut-être après, comment on rentre dans l'action pour effectivement mettre en œuvre, c'est tout autre chose. Alors, du point de vue de l'interpro, et je vais essayer de répondre un petit peu, la manière dont on agit, c'est justement, par exemple, de prendre possession complètement de l'opportunité qu'est le pacte de pouvoir de vivre pour nous. On n'a pas attendu le pacte de pouvoir de vivre pour travailler avec les associations. On connaît la CIMAD, on connaît Forum aussi, et on a notamment à travers les Places de la République, qui est un peu l'ancêtre du pacte de pouvoir de vivre. Les Places de la République, ça s'est fondé en 2016. C'était une réponse de la société civile pour pouvoir faire entendre un certain nombre de choses, de revendications. Et finalement, c'est l'ancêtre du pacte, puisqu'on a retrouvé dans le pacte quasiment, je crois, l'ensemble des organisations des Places de la République, plus d'autres, et on en était ravis parce que c'est une manière d'être un peu plus en force et en nombre. Donc voilà, donc nous on a eu des initiatives du côté des Places de la République, notamment à chaque fois qu'il y a eu des élections. Et les derniers débats qu'on a conduits étaient autour des élections européennes, puisqu'on avait une vraie crainte de l'abstention, on avait une vraie crainte de la montée des populismes. Et effectivement, un de nos sujets, c'était la question de la sensibilisation sur la question des migrants. Parce qu'on entendait tout et n'importe quoi. On sait qu'en période électorale, cette question est déformée, instrumentalisée, récupérée. Et on a choisi 3 thématiques sur les débats de l'Europe à mettre en avant, dont celle des mobilités, puisque pour nous, l'idée étant de poser la thématique de manière positive. On n'a pas parlé de migrants, on n'a pas parlé d'immigration, on a parlé des mobilités et on a interrogé les futurs candidats ou les représentants de tête de liste sur ces questions-là. Donc voilà un peu en interpro comment on peut positionner les choses, notamment en termes de sensibilisation. Et riche de ces expériences, quand on a vu arriver le pacte, on s'est dit là, on a une vraie opportunité de peser politiquement. Parce que c'est quand même pas évident pour nous, soyons lucides, nous, y compris les CFDT, de peser dans le politique. Or, alors je vais parler, je suis aussi secrétaire général de l'UT-Neurone, donc je suis désolée, mais je vais parler un petit peu de l'expérience lyonnaise, puisqu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se mettre en place au niveau du pacte en région, mais qui sont encore un peu récentes. Et c'est vrai que le développement des initiatives, c'est aussi en fonction du nombre d'associations qui existent sur les territoires. Et de ce point de vue-là, c'est un peu inégalitaire entre les départements. Donc, pour reprendre le sujet sur le pacte et la dynamique locale sur le 69, on a vu qu'avec la perspective des élections métropolitaines, avec une métropole qui avait des compétences bien élargies et bien supérieures à celles des villes, il y avait peut-être une possibilité d'essayer de faire vivre dans le débat des thématiques qui sont souvent au sommeil.
hein, pendant les campagnes métropolitaines ou municipales, parle de la question des mineurs isolés. Pas grand monde, en fait, tout le monde s'en fout, quelque part. Donc il y a vraiment un intérêt à rendre visibles ces questions-là. Et donc, on a décidé, avec un petit noyau, de pouvoir lancer une dynamique et de se dire qu'on pouvait organiser des débats et inviter les futurs candidats à s'exprimer sur un certain nombre de thématiques qui faisaient déjà l'objet des propositions du pacte de pouvoir de vivre. Donc on en a choisi 3 collectivement, et donc la CIMAD et Forum sont évidemment dans cette dynamique et dans ce groupe local, à savoir la question de la transition écologique, et je crois que vous en avez parlé un petit peu ce matin, les questions du logement, parce que c'est une compétence très large de la métropole, et la question des migrants et des mineurs isolés, parce que les mineurs isolés, c'est une compétence exclusive de la métropole de Lyon. Voilà. Donc, je vais peut-être pas, parce que je peux parler pendant des heures, je vais peut-être pas monopoliser la parole, mais en tous les cas, sur le pacte, voilà comment on a utilisé cette alliance au national, croisée avec notre dynamique locale, pour en faire quelque chose d'un moyen de revendiquer ensemble et de peser au niveau de nos interlocuteurs, que sont nos élus, au niveau local. Si. Je vais essayer de prendre 2 ou 3 questions quand même, parce que ça me paraît utile de réveiller cela entre vous. Non, je plaisante, bien entendu. Je vais prendre 2 ou 3 questions parce qu'on a eu quand même un tableau assez large qui a été brossé. Je pense que, notamment par rapport à l'approche que vous pouvez en avoir dans vos entreprises, ces questions-là, j'aimerais effectivement qu'on puisse vous entendre et que vous puissiez entendre nos collègues. En attendant. Non. Ça marche? Ah, ça marche. Super. Merci. Alors, mon intervention est très simple. Je me posais la question tout à l'heure. Donc, vous avez abordé effectivement vos différentes fonctions. Sur le droit d'asile, hein, effectivement, les conditions. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il y a effectivement un afflux pour des raisons économiques. Je ne sais pas ce que ça représente en termes de chiffres. On se pose la question effectivement de l'acceptation de cette situation, parce qu'il faut l'accepter à un moment, c'est une réalité, et justement de l'accompagnement de ces personnes qui viennent pour des motifs économiques. Alors, on a entendu récemment l'État faire des propositions sur des quotas, des fameux quotas. J'aimerais avoir votre point de vue, hein, de façon générale, bien sûr, sur le sujet. Voilà. Merci. Je vise la tête. Non, ouais, moi j'ai une question. On vous a invité ici, on a un syndicat de salariés. Moi j'aimerais savoir, alors je comprends avec l'Interpro, comment est-ce que nous, à votre avis, dans les entreprises, dans notre rôle de militants dans nos entreprises, quel rôle on peut jouer et quel rôle vous nous voyez jouer et sur quelle thématique vous seriez prêt à nous aider ou en tout cas à nous éclairer de façon à ce qu'on puisse, dans nos mandats d'entreprise, porter ces problématiques. Déjà sur les chiffres, il faut relativiser les chiffres de demande. Hein. Au niveau national, sur les 10 premiers mois de 2019, on est au niveau national à 100 000 demandes. Hein. Donc c'est à peu près, c'est de personnes, hein, pas de famille, hein, c'est des personnes. Au niveau régional, ça fait en gros 10%, 9 000 demandes sur les 10 premiers mois de 2019. Ça fait en gros 10 000 personnes par an. Ça, c'est la première chose.
Et il faut dans le débat, et je crois que vous pouvez y contribuer, toujours essayer de relativiser les choses. Et ne pas occulter une réalité qui est celle liée aux aspects urbains. Je m'explique. On parle de ce chiffre de 10 000 personnes en demande sur Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Mais il est certain qu'il y a une concentration urbaine. Et donc, le phénomène à Lyon ou à Saint-Étienne, etc., n'est pas le même que, je prends un autre exemple, à Aurillac ou à Aubenas. Et donc, il faut voir ces aspects-là. Ça, c'est la première chose. Essayer, non pas de cristalliser en disant ce que je vois à Lyon, où il y a une concentration, correspond à ce qu'il y a partout. Ça, c'est la première chose. Essayer de raisonner les choses et de ramener les choses à leur juste valeur. Et là, je crois qu'on peut tous y contribuer. On essaye, la CIMA, nous, on essaye d'y contribuer, mais que chacun essaye de dédramatiser les choses et de les ramener à leur juste valeur chiffrée. La deuxième chose, c'est dans la demande d'asile actuellement est biaisée. Elle est biaisée parce que la demande d'asile fait référence aux conventions internationales sur la protection internationale, comme je l'ai dit, pour des situations de guerre, des situations de discrimination ou des situations de risque vital pour les personnes à titre individuel, etc. Mais il est certain que beaucoup de demandeurs d'asile actuellement, objectivement, n'ont pas tous les éléments qui rentrent dans la demande de protection internationale. Et donc, il y a un flou. Un certain nombre de propositions avaient été faites pour qu'on distingue les demandes, qu'il y ait une politique distincte pour la demande d'asile, pour la demande de migration économique et pour la demande d'accueil pour des raisons humanitaires. C'est ce qui avait été évoqué dans un livre de Pascal Brice que vous avez peut-être lu et sur lequel, au niveau de Forum Réfugiés, on partage les choses. Donc, plutôt que de parler de quotas, qui sont un système pour comptabiliser, c'est plutôt une manière de bien analyser quelle est la demande et quelle est la situation des gens. J'évoquais tout à l'heure, et je pense qu'avec la CIMAN, on se rejoint là-dessus, ce qui compte, c'est de pouvoir comprendre le parcours des personnes. Et il y a une différence entre quelqu'un qui fuit la Syrie parce que c'est la situation de sa famille, et je vous parle de cas concrets, un jeune qui travaillait pour les Nations Unies en Syrie, qui a été pris à partie par les mouvements sur place et qui a été obligé de s'enfuir pour protéger lui et sa famille. Eh bien, il y a une différence de situation, de parcours, avec un jeune qui espère trouver un avenir meilleur parce qu'il est en Guinée, qui malheureusement se fait prendre dans des réseaux qui le conduisent jusqu'en Libye, etc., et qui finalement est cabossé plus par son parcours de migration que par sa situation de départ. La situation des jeunes, de ces personnes, n'est pas la même. Et il faut pouvoir analyser les choses correspondant à la situation de chacun. Donc, plutôt que de parler de quotas, il serait mieux de parler d'un cadre d'analyse qui est différent. Et c'est pour ça que nous, au niveau de Forum, on prône qu'il y ait plutôt un droit d'asile, un droit adapté aux migrations économiques et un droit adapté aux situations dites humanitaires. Je prends par exemple des situations où des besoins d'opération ou des besoins de santé se font sentir. Et que c'est peut-être avec ça qu'on comprendra mieux et on arrivera mieux à intégrer les personnes. On évoquait tout à l'heure les choses. Le pire que l'on fait actuellement, c'est qu'on met les gens dans des cases. Et les gens ne sont jamais dans la bonne case. Et c'est ça qui crée beaucoup de drames. On a vu des situations, et je vous le prends, par exemple, des gens qui font leur demande d'asile à l'OFPRA, qui vont lors de l'entretien
Et c'est au cours de l'entretien qu'ils évoquent une des raisons qui fait qu'ils peuvent demander l'asile, mais non pas tellement parce qu'ils sont ivoiriens, etc., mais parce qu'à titre personnel, ils sont discriminés pour telle et telle raison. Donc, c'est là qu'il faut qu'on fasse très attention à vouloir mettre comme des quotas ou des cases. On risque de passer à côté de quelque chose qui est très personnel. Oui, pour répondre en complément de ce qui vient d'être dit et que je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, je voudrais dire quand même que les personnes que nous recevons dans les permanences d'accueil et d'accompagnement de la CIMAD, nous n'avons pas que des personnes qui viennent chercher du travail, ni non plus des personnes qui demandent l'asile. Nous avons par exemple des parents proches, des personnes qui ont de la famille en France, hein, des liens familiaux, hein, ce qu'on appelle les liens familiaux, pour lesquels, effectivement, il est possible, alors il y a un dossier à monter, il y a des règles à respecter, mais ils doivent pouvoir obtenir un jour un titre de séjour, vie privée et familiale, qui est le titre de séjour le plus demandé en général. Hein. Et bien là, malheureusement, là, ce qu'on constate, nous, c'est que les délais en préfecture pour pouvoir déjà avoir un rendez-vous, puis ensuite, le temps qu'il faut attendre pour avoir la réponse positive ou négative hein, à leur demande, fait que les personnes se découragent, les personnes se retrouvent en grande détresse et que ça nous semble quand même pas normal. Le fait de vivre en famille, enfin, c'est un droit universel. Hein, toutes les grandes conventions internationales le disent. Hein. De même d'ailleurs qu'il faut quand même rappeler que le droit à se déplacer, la liberté de se déplacer, de circulation et d'installation, enfin, cette liberté de circulation et d'installation, c'est quelque chose aussi qui est une règle hein, internationale que malheureusement, nous ne respectons pas souvent dans nos situations, enfin, dans ce qu'on voit comme situation. Je voudrais aussi rappeler une chose que nous disons souvent lors des sensibilisations en milieu scolaire, et ça, les enfants, ils sont assez sensibles à cela. C'est quand on fait une comparaison entre quelles sont les possibilités pour circuler sur la planète d'un Européen ou d'un Nord-Américain, par exemple, hein, qui n'a pas besoin de visa pour, par exemple, X pays. Quelles sont les possibilités pour un Afghan, pour un Nigérien, pour un Sénégalais ou pour une personne de ce qu'on appelle le monde du Sud? Quelles sont les possibilités de pouvoir librement circuler sur la planète? L'écart est monstrueux. Il y a vraiment une inégalité dans l'accès au droit de circuler, par exemple, de voyager, hein, qui est quand même là flagrante. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, on sent qu'il y a parfois une inquiétude d'une partie de la population en se disant « Oh là là, mais tous ces gens qui sont là, mais tous ces gens d'abord, ils ne sont pas si nombreux que cela, vous l'avez bien expliqué. Quand on fait des rapports aux 65 millions d'habitants de la France par rapport au nombre de personnes qui arrivent, même si parfois ça peut paraître un peu impressionnant quand il y a des foules ou quand il y a du... Bon, mais il faut ramener quand même à la réalité très concrète hein, pour se dire que là, en tout cas nous, ce qu'on dit à la CIMAD, c'est qu'on devrait pouvoir, sans trop de difficultés, mais à condition d'avoir une ferme, comment dire, une volonté hein, ferme de pouvoir faire respecter effectivement quand je faisais de la permanence juridique, ce que je ne fais plus maintenant, des personnes arrivant avec un équipé, avec une solide formation, je pense en particulier à des jeunes gens, hommes et femmes d'Afrique subsaharienne, qui parlent un excellent français, qui ont fait des études dans leur pays et qui pourraient être quasiment rapidement intégrés et qui pourraient nous être très précieux dans nos hôpitaux, dans nos universités, dans nos cabinets dentaires, enfin, bref, voilà. Donc, je crois que là, il y a quelque chose à dire clairement. Voilà, bon, enfin, je vais m'arrêter là. Oui, moi, je fais peu de permanence juridique, mais je travaille dans des collectifs sur les observations aux frontières. Et en particulier, on est dans des conditions de non-droit et de violence extrême. C'est-à-dire que quand vous parlez des gens qui arrivent au Forum Réfugiés ou qui arrivent à la CIMAD, c'est des gens qui sont passés à travers des trous de souris. Et alors que lorsque l'on est à Briançon, par exemple, on s'aperçoit que sur un week-end, c'est une observation qu'on avait faite sur un week-end, eh bien, sur une trentaine ou une quarantaine de personnes qui arrivaient à la frontière, une seule est passée côté Briançon, parce qu'elle était complètement dans les pommes, qu'elle a été évacuée par les pompiers.
Et 30 autres ont été renvoyés instantanément à Clavières, c'est-à-dire côté italien, où il n'y a absolument maintenant aucune structure d'accueil, donc ils doivent redescendre à Bardonecchia. Et ils recommencent le lendemain à passer par les sentiers et par la neige. Mardi dernier, j'étais encore à Briançon et il y avait une grande manifestation justement pour protester contre le non-droit et les violences aux frontières. Et mardi dernier, il y a un gamin de 17-18 ans, et la police ne reconnaît pas qu'il ait 17-18 ans. Ce gamin est arrivé aux urgences de Briançon avec les 2 pieds gelés parce qu'il avait été pourchassé dans la montagne, il est tombé dans une rivière, etc. Et il a été récupéré par des gens qui passaient par là, des maraudeurs qui sont d'ailleurs en situation illégale, auxquels on peut faire des ennuis judiciaires. Donc ce gamin a été récupéré et descendu à la frontière. Il était avec 3 autres personnes, des Ivoiriens, dont on n'a retrouvé que les effets personnels et les papiers dans la neige. On ne sait pas s'ils sont repartis côté italien, s'ils sont encore dans la montagne ou s'ils sont descendus à Briançon. Donc ça, c'est un aspect extrêmement violent de notre politique migratoire. Je vois qu'il n'y a pas grand monde qui a répondu à la question sur le travail en entreprise qui peut être fait, mais je pense que je vais tout de suite donner la parole à Sonia, qui va peut-être vous éclairer un petit peu, et donner ensuite des perspectives peut-être, parce que la page m'a l'air assez blanche, donc sans jeu de mots. Donc voilà, Sonia. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, du point de vue syndical? C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être évident. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une sensibilité, je pense, des militants sur ces scandales-là, sur les situations où la dignité n'est plus prise en compte, etc. etc. Et même moi, en tant que responsable politique, quand je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en tant que syndicaliste, c'est pas toujours évident. Bon, alors après, quand on se creuse un peu la tête et on se dit, bon, avec nos outils, on fait quoi? Alors, je pense, la première des choses à laquelle je pense, c'est quand même l'accompagnement, notamment l'accompagnement juridique. Parce que on le sait et on le voit dans certains secteurs, là peut-être moins le vôtre, mais il faudrait, pas forcément sur 3C, mais sur des entreprises prestataires, voilà, les sous-traitants, on a un certain nombre de travailleurs qui sont employés dans des conditions, ma foi, extrêmement borderline du point de vue du droit du travail, qu'on peut voir arriver nous, parce qu'on a aussi des permanences juridiques sur l'Interpro, et on se doute, alors ça ne fait pas l'objet de nos échanges, on n'est pas là pour savoir s'ils ont des papiers ou pas, c'est pas notre question, mais on se doute qu'il y a une petite fragilité du côté des papiers et que pour le coup, les employeurs profitent complètement de cette situation et on est à la limite parfois d'une forme d'esclavage dans le milieu du travail. Donc, nous, syndicalistes travailleurs, ouvrons grand nos yeux sur les personnes qui nous entourent, les travailleurs qui nous entourent, y compris dans les sociétés sous-traitantes, hein, les personnes qui viennent faire le ménage, les personnes qui viennent assurer la sécurité, enfin, tout un certain nombre de personnes qui, effectivement, sont fragilisées, alors de parfois leur situation au niveau de leur papier, de par le fait de ne pas maîtriser la langue, de par le fait d'être sur un contrat précaire, de par le fait... oui, d'avoir peur de la perte de l'emploi et pour le coup, on accepte. Là, pour le coup, cette idée-là, enfin, on l'a vu dans le passé, ça, je crois que c'est assez permanent. Hein, et par contre, nous, syndicalement, comment on est solidaire avec ces travailleurs-là? Il faut vraiment qu'on intègre ça. Je crois que c'est pas toujours évident. Hein, soyons pas angéliques. Voilà. En tous les cas, il faut entendre que ces situations-là, elles existent. Je suis aussi conseillère prud'homale et je vois passer des situations, parce que heureusement, certains d'entre eux se réveillent, sont accompagnés et revendiquent réparation, mais alors il y a des situations complètement abusives. Hein. C'est la jungle. Donc ça, c'est une première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, et je pense, alors ça se fait très rarement, mais il faut qu'on le développe, je pense à un délégué syndical central qui a effectivement... qui a travaillé avec son employeur sur l'écriture d'une charte visant à accueillir des personnes étrangères
sur le lieu de travail et à organiser un tutorat, enfin bon, avoir un certain nombre de dispositifs. D'ailleurs, il y a quelque chose sur la résolution du Concrete Red sur des accords interpro de dialogue social pour favoriser l'accompagnement et l'arrivée à l'emploi. Donc là, nous, on a un rôle à jouer. On sait faire ça. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Simplement, il faut que ça devienne aussi un sujet syndical à part entière dans une section. C'est pas que le lot de l'interpro. Parce que c'est d'abord dans les boîtes que le travail éventuellement il peut se faire. Puis il y a une espèce d'attention et de bienveillance à avoir vis-à-vis de nos collègues qui occupent certaines formes d'emploi de manière répétitive. Alors c'est pas que pour le coup la question des personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont en situation régulière. On parle aussi de situations de discrimination, hein, de personnes qui sont françaises, hein, mais qui sont discriminées ou reléguées dans certaines formes d'emploi et pour lesquelles quand même c'est pas toujours évident. Après, moi je reste convaincue que la sensibilisation c'est quand même un de nos grands points d'entrée. On est un énorme réseau, on est très très nombreux, mais on est très différents, on vient tous de milieux très différents. Et la représentation qu'on a sur ces questions-là, elle est très, très intime, très individuelle. Donc notre force un peu de capacité d'expression et puis d'essayer d'intellectualiser les choses, eh ben, il faut effectivement qu'on le mette à profit. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et nous, on n'est pas des spécialistes. Et on a besoin d'associations comme la CIMAD et Forum pour effectivement travailler de manière plus intelligente et plus adaptée aux réalités de terrain, parce qu'on ne les connaît pas toujours. Je sais ça fait un moment qu'on organise avec Forum un atelier droit du travail pour des personnes en situation qui sont demandeurs d'asile, parce qu'on se dit, pour une bonne intégration, il faut qu'ils soient bien outillés. Bon, nous, qu'est-ce qu'on sait faire? Le droit du travail, on connaît à peu près. Hein. Alors, on a un peu mis ce savoir-faire à disposition et régulièrement, on a fait un module tout simple, parce qu'il ne s'agit pas hein, de complexifier le propos, mais en se disant, on est face à des personnes qui ont une référence et une culture du travail qui est complètement différente de la nôtre. Il faut le réaliser, ça. On n'est pas sur les mêmes codes, on n'est pas sur le même droit, on est parfois sur des personnes qui ont des repères que l'employeur, c'est le patriarche, quoi. Hein, il n'y a rien à dire. Donc c'est important de lui expliciter quels sont ses droits, etc. Il ne s'agit pas de les mettre en situation de se mettre en difficulté au niveau du travail, mais il s'agit de leur permettre de repérer et de savoir qu'il y a un certain nombre de droits qu'ils pourront activer quand ils le souhaiteront. Et ça, déjà, c'est un moyen pour eux de s'émanciper. Ça tombe bien, c'est une de nos valeurs. Donc voilà. Voilà en gros là, les quelques idées qui me viennent comme ça. En vous écoutant, je pensais à un aspect de ce que nous faisons à la CIMAD, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Nous avons des cours de français. Et ces cours de français ne sont pas simplement des cours pour apprendre le français, mais aussi pour se familiariser avec justement les codes, avec la façon dont on vit en France. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais là, il y a vraiment un gros effort qui est fait parce qu'on s'aperçoit que cette question de la fameuse intégration que l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, veille au grain pour voir si les gens sont en capacité de s'intégrer, eh bien là, effectivement, il faut que les personnes puissent avoir eu le temps d'entrer un petit peu dans ces codes de notre société qui ne sont pas forcément effectivement les leurs. Et pour nous, c'est un élément très important. Et en plus, on s'est aperçu que ces personnes-là, en général, rapidement, c'est ce qui nous a été dit par des personnes qui font donc ce FLE, français langue étrangère, ces ateliers sociolinguistiques, d'ailleurs on les appelle comme ça maintenant, sont aperçus qu'effectivement c'était pour ces personnes donc, qui avaient pu acquérir déjà un certain niveau de français, mais aussi de connaissance hein, de l'environnement dans lequel elles vivent. Eh bien, c'était vraiment une liberté et vraiment quelque chose d'une émancipation très très importante. Et après, donc, ça aide beaucoup, bien sûr, hein, à l'intégration dans le travail ou dans d'autres domaines. Je crois que la question, elle fait référence à tout ce qui se passe une fois dans ce que nous, on appelle l'intégration. Il faut voir qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape pendant laquelle la personne est en demande d'asile, et puis il y a au moment où elle a obtenu le statut. Et il me semble qu'à deux niveaux, on peut intervenir. Pendant que la personne est en demande d'asile, il faut savoir qu'il y a une possibilité. Si la personne est en demande d'asile depuis plus de 6 mois et qu'elle n'a pas eu de réponse de l'OFII, elle peut prétendre à un travail.
Simplement, il faut que l'employeur demande une dérogation pour l'employé, etc. Et c'est là peut-être que vous avez localement un rôle à jouer quand on vous dit « c'est pas possible ». Si, c'est possible. Simplement, il faut le demander, il faut le faire dans les règles. Donc ça, c'est déjà une première chose et c'est une manière d'intégrer et d'offrir une possibilité d'intégration. La deuxième chose sur laquelle il y a certainement des pistes à travailler et sur lesquelles vous êtes mieux outillés que les associations, c'est tout ce qui concerne la formation professionnelle et les stages. Il me semble qu'on a à faire évoluer la législation pour que les personnes en demande d'asile ou ayant obtenu l'asile puissent plus facilement bénéficier de stages de formation professionnelle. Comme vous l'avez dit, toute personne a un bagage intellectuel, professionnel, une histoire, un vécu. En France, et vous y avez contribué, on reconnaît la valorisation des acquis de l'expérience. Très peu de personnes ayant obtenu le statut de réfugié font valoir ces acquis de l'expérience qu'ils ont. Et je pense que là, il y a quelque chose collectivement à faire pour que, comme les autres, ils puissent le faire valoir. Et effectivement, après, trouver une intégration épanouissante pour eux et pour l'ensemble de la société. Il ne faut pas se leurrer. Oui, il y a pas mal de personnes qui viennent avec un bagage, mais voyons essentiellement les postes qui sont proposés aux personnes ayant le statut de réfugié. Ce sont les travaux d'entretien, ce sont les travaux de gardiennage et c'est souvent les travaux d'aide à la personne. Alors qu'il y a certainement d'autres actions qu'ils pourraient faire. Et là, vous avez peut-être un rôle à jouer collectivement, mais aussi dans chaque entreprise, de façon que la valeur de chacune des personnes soit prise en compte. Et il y a une chose aussi, je pense, sur laquelle on n'insiste jamais assez, c'est quand la personne a obtenu le statut de réfugié et a sa carte de séjour. Ce n'est pas pour ça qu'elle est intégrée. Et souvent, elle est marginalisée. Elle est socialement marginalisée. Et là, je pense que les syndicats peuvent avoir un rôle pour que ces personnes ne se sentent pas isolées. Autres, différents, inconnus, ou indifférenciés dont on ne tient pas compte. Simplement, le fait de les prendre en compte, de les rencontrer, de les soutenir, c'est à mon avis quelque chose qui contribue à l'intégration et qui contribue au fonctionnement de notre société. Mais c'est individuel, c'est dans chaque cas qu'on peut le faire. Il ne faut pas croire, l'intégration d'une famille, et on l'a vu dans l'exposé qui a été présenté tout à l'heure, les personnes qui sont venues et qu'on appelle dit issues de l'immigration, l'intégration de la famille peut prendre une dizaine d'années. Simplement, il faut commencer dès le début. Et il ne faut pas que les personnes soient en situation de marginalisation. La plus grande difficulté que l'on a actuellement, il me semble, c'est l'indifférence que l'on a par rapport aux personnes. Indifférence quand elles sont en demande d'asile parce qu'elles ne sont pas dans les clous et, comme on dit, elles n'ont pas le droit de travailler, sauf que peut-être si elles peuvent, mais on oublie, etc. Donc rappeler qu'il y a des possibilités. Et une fois qu'elles ont les papiers, on a l'impression que tout est réglé. Non, elles ne sont pas encore dans notre société. Et c'est à ce moment-là qu'il faut agir et qu'il faut les prendre en compte comme les autres. Au niveau de Forum, on se bat pour que finalement notre société considère la personne en demande d'asile comme une personne comme une autre. Elle devrait pouvoir bénéficier des droits de tous et non pas être stigmatisée comme demandeur d'asile ou réfugié. À partir du moment où elle fait sa demande, elle a des droits, et à partir du moment où elle a le statut, elle doit être considérée comme tous les autres, à égalité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis marqué comme Césaire Rhône-Alpes. Et donc, je suis conseiller au Césaire, et on travaille sur un certain nombre de dossiers aujourd'hui où il y a des associations qui travaillent. Un des dossiers sur lesquels on avait bossé il y a quelques années et qui reprend une actualité brûlante qu'on retrouve dans le pacte, c'est la question de l'accès aux services publics, et notamment les questions de maisons de services publics, etc., de services au public, et cette question de l'accès, où est-ce que la personne, etc., et le lien au numérique. Par exemple, aujourd'hui, le fait qu'il y a une population de plus en plus en décalage
avec on a une population qui est de plus en plus en décalage avec ce qu'on peut demander, notamment au numérique, c'est 20% hein, de la population qui a un problème d'accès. Il semblerait qu'au niveau des réfugiés, la numérisation est en train de se mettre en place comme seul et unique levier. Et moi, la question que je me pose, c'est, nous, on est déjà interpellés de façon un peu générale pour les publics, comment faire en sorte qu'ils puissent y avoir accès, comment faire en sorte qu'on les aide, et qu'il y a encore quelques personnes physiques qui soient là. C'est un axe assez fort. Pour justement la question des réfugiés, me semble d'une actualité assez brûlante, et je ne lis rien là-dessus. Effectivement, il y a une tendance à la dématérialisation qui est la mode de notre temps, et on oublie que les personnes ont quand même besoin de parler, et non pas à l'ordinateur, mais à des gens. Et au niveau de Forum et d'autres associations, puisqu'on était tous ensemble sur cela, on a toujours alerté en disant on peut accepter une dématérialisation, on peut accepter une forme de modernité, etc. Mais il faut toujours qu'il y ait une possibilité de conseil et d'écoute. Hein, c'est-à-dire, effectivement, qu'il y ait des lieux publics où, quand à Forum on reçoit des gens, par exemple, je vous donne un exemple, Forum assure la domiciliation des courriers officiels, notamment des demandeurs d'asile. Quand la personne reçoit son courrier lui donnant la position de l'OFPRA ou les aspects administratifs, la première chose qui est faite, c'est d'aider la personne à comprendre la nature du document qui lui a été donné. Que ce document soit envoyé sous forme électronique, on peut le comprendre, effectivement. Mais il faut que la borne où la personne consulte son document, qu'il y ait une personne à côté pour l'aider. Donc effectivement, que les services publics n'oublient pas d'avoir des gens là pour expliquer aux gens, qui puissent discuter, donner les formalités, etc. Donc toujours avoir un aspect humain dans les choses. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, mais je pense que vous avez la même chose sur le plan du droit du travail, c'est le fait de penser que la technique et les systèmes informatiques vont régler la relation des gens entre eux. Or, c'est ça qui reste fondamental. Et nous, au niveau des demandeurs d'asile, on dit oui pour la modernité, mais sans oublier la dimension de discussion et d'explication aux personnes. Et c'est malheureusement pas entendu. Et là, vous pouvez nous aider à faire passer le message. Quand même, il y a un récent recours d'un certain nombre d'organisations qui s'occupent de migrants au Conseil d'État qui vient de déclarer illégale l'obligation à faire les demandes dématérialisées en préfecture. Ça date de 2 ou 3 jours, je crois. Dans la salle. Oui. Oui, j'ai une question parce que j'ai parfois entendu des mots et d'autres mots et j'ai parfois eu du mal, moi, à faire la différence. Donc j'aimerais vous poser la question suivante. Quelle différence faites-vous entre un demandeur d'asile, un migrant, un réfugié, un immigré ? On a une petite brochure qu'on a mis là, avec les chiffres de l'asile 2018, et il y a toutes les définitions que vous... Oui, ça pourrait être la vôtre que j'aimerais connaître, parce que parfois j'ai eu l'impression parfois d'entendre un mot à la place de l'autre, et de me dire, mais en fait, actuellement, là tout de suite, on parle de quoi ? D'un réfugié, de la situation d'un demandeur d'asile qui ne l'a pas. Ce n'était pas toujours très clair, volontairement ou pas, mais c'était parfois un peu opaque à ce niveau-là. Parce que finalement, pour moi, ça relève de réalités différentes. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que nous, on a tendance à faire des subtilités, etc. Ou pas assez. Comment dire ? Ben oui. Vous me direz si je me trompe, mais la migration, et c'est le fait de pouvoir se déplacer. C'est au titre de la mobilité. Hein. On peut se déplacer, mais, je dirais, avec la notion de liberté et, entre guillemets, de responsabilité.
J'ai le droit de me déplacer dans un pays, mais si le pays me demande un visa, eh ben, je demande le visa. Donc, ça, c'est, je peux migrer, je peux me déplacer. Hein. Et donc, je peux vouloir m'installer dans un pays. J'ai envie de travailler aux USA et j'ai envie de m'installer aux USA, je peux dire, ben, je vais aller aux USA. Et je vais voir quelles sont les formalités et les modalités pour aller aux USA. De même en France, etc. Quand vous êtes demandeur d'asile, c'est-à-dire vous dites ma situation personnelle est telle que je ne peux pas rentrer dans mon pays où ma vie de moi et de ma famille est en danger. Et je demande à ce que la protection que devrait assurer l'État, mon État pour moi, soit prise en compte par d'autres au titre de ce qu'on appelle la protection internationale. Là, je suis demandeur d'asile. Et je demande, là, à ce moment-là, on applique le droit de protection internationale qui est quand la personne demande l'asile, formellement la demande d'asile, on doit, avant de discuter de son statut, savoir si elle l'a ou si elle ne l'a pas, on lui doit d'abord une protection, un logement et des conditions de vie. C'est pour ça qu'il y a des centres d'accueil. Le Forum en gère un certain nombre. C'est pour ça qu'il y a une aide aux demandeurs d'asile, ce qu'on appelle la carte ADA, dont vous avez peut-être entendu parler. Là, vous êtes dans une situation d'attente parce que vous dites « ma vie est en danger si je rentre chez moi », parce que je suis opposant politique, parce que, etc., etc. Une fois que la France, par exemple, a statué sur votre demande d'asile et dit « oui, je reconnais que cette personne a fait une demande d'asile et je lui accorde en tant que France, la protection internationale. » Et à ce moment-là, je lui livre un titre de séjour qui lui donne le même droit que les Français sur le territoire et pendant un certain nombre d'années en fonction de différents critères. Là, je suis réfugié. Hein? Il ne faut pas se cacher. Pourquoi on emploie ces mots différents? Il faut être très clair. C'est que beaucoup de gens sont à un moment dans la situation de demande d'asile. Certains ont le statut de réfugié et d'autres ne l'ont pas. Hein? Et comme on veut parler de cette situation, on a tendance à dire les migrants. Hein? Mais dans la notion de migrants, c'est le mouvement des populations, les mobilités, comme l'on dit, et on cache une situation. C'est quelle est la situation des gens qui, pour une raison X ou Y, avaient demandé l'asile et qui ne l'ont pas eu, ou alors qui ont développé un parcours de migration, mais qui n'a pas marché. Parce que si vous développez un parcours de migration, vous trouvez du travail, vous installez votre famille, vous avez une carte de travail, une carte de séjour, etc., il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est quand vous n'avez pas ça. Quand vous n'avez pas ça, ben vous n'avez pas la sécurité sociale, vous n'avez pas la protection maladie, vous n'avez pas le droit au transport, à la carte de transport, etc. Vous n'avez plus aucun droit. Hein? Et quand on fait dans le discours général l'amalgame migrant, en fait, on met tout ça. Hein? Mais c'est ce que je disais, la situation des personnes n'est pas la même. Il ne faut pas se le cacher, dans notre société, la personne des personnes déboutées et la situation des personnes migrants sans papier est une réalité qui n'est pas celle de l'asile, qui est celle de la solidarité nationale pour des gens qui sont, entre guillemets, exclus du dispositif. Oui, relativement clair, mais c'était aussi par rapport à la question tout à l'heure de la migration économique qui peut poser question à certaines personnes. Oui, en réalité, nous, à la CIMAD, on voit assez peu de demandeurs d'asile, parce que c'est vous qui vous en occupez. Nous, on voit plutôt des personnes qui voudraient avoir un titre de séjour. Elles ont leurs raisons, par exemple, de la famille en France,
un enfant, alors un enfant français par exemple, hein, quand on a fait un couple avec une personne dont un papa par exemple français et puis une maman qui est étrangère. Il y a aussi quand même pour la question de la maladie, hein, il y a les titres de séjour pour étrangers malades, il y a quand même une palette, hein, de titres de séjour possibles. Et nous, c'est surtout ces personnes-là que nous voyons. Mais ce que nous constatons, c'est que cet accès au droit au séjour de personnes, alors qu'on appelle migrantes, parce qu'elles sont arrivées, comme l'a dit monsieur, d'un pays, elles ont souhaité venir chez nous parce qu'elles avaient de bonnes raisons de vouloir venir chez nous. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est que c'est de plus en plus difficile. C'est un vrai parcours du combattant d'obtenir ce fameux titre de séjour, hein, qui après, bien sûr, facilite la vie aux personnes qui s'installent et qui arrivent à trouver du boulot et dont il y a des intégrations réussies, bien plus. Enfin, il y en a heureusement, hein, et j'aurais des tas d'exemples à donner, mais bon, peu importe. Donc voilà, c'est vrai que c'est important qu'on précise un petit peu les choses, hein, parce que l'asile, c'est une chose. Alors sur l'asile, quand même, c'est un domaine où je connais un peu moins, mais il y a quand même, et ça on revient sur le pacte, hein, il y a quand même cette idée qui commence à cheminer, que les aléas climatiques, le réchauffement climatique et le problème de certaines zones du monde, en particulier en Afrique, mais pas que, on pourrait peut-être imaginer que dans les critères pour obtenir le droit d'asile, la question effectivement des réfugiés climatiques puisse être mise à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, Pascal Brice nous l'avait dit à une assemblée générale de la CIMAD il y a quelques mois. Et ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, dans la façon dont on pense l'asile, effectivement, il faut peut-être tenir compte de la réalité actuelle, hein, et en particulier, moi, je me dis qu'effectivement, pas mal des personnes qui nous arrivent d'Afrique en particulier, hein, il y a des tas de raisons, la corruption, la guerre et tout ça, mais il y a aussi ces problèmes climatiques réels, hein, dans certaines régions, qui ont obligé les gens d'ailleurs souvent à quitter leur région, à s'installer dans le pays d'à côté. Puis parfois, ils se sont débrouillés pour venir jusque chez nous parce que ça devenait pas possible de survivre là-bas. Donc là, il me semble qu'il y a un travail, alors là c'est au niveau international, hein, il faudrait trouver une formule qui permette d'avoir ce critère-là, entre autres, hein, bon, pour faciliter quand même aux personnes qui vraiment ont de bonnes raisons de quitter leur pays et qui espèrent pouvoir avoir une vie plus heureuse en Europe, voilà, il faudrait qu'on arrive à trouver une formule juridique, hein, qui permette d'éviter les drames quand même que nous voyons quotidiennement. Voilà. Merci. Comme ça, ouais. Bonjour, j'avais une question concernant les mineurs isolés. Comment et qui les protège? En principe, ils sont pris en charge par le département. Le problème, c'est qu'il y a une très grande diversité d'appréciation de la minorité en fonction des départements, en fonction de l'organisation. Donc il y a certains départements où la minorité est reconnue relativement facilement, d'autres où elle ne l'est pas. Ce qui complique un peu les choses, c'est que maintenant il y a un fichier national des mineurs et donc ça évite en principe le passage d'un département à l'autre pour tomber sur le bon département. Mais en gros, d'une part, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs alors qu'ils le sont probablement. Et d'autre part, même ceux qui sont reconnus mineurs, souvent ne sont pas hébergés, ne sont pas accueillis, en particulier accompagnés sur le plan scolaire ou autre chose, parce que les dispositifs sont saturés. C'est la raison habituelle. Un peu particulier, et c'est vrai que c'est une question qu'on pose régulièrement au président de la métropole quand on a l'occasion de le rencontrer, syndicalement parlant. Mais il faut savoir que je suis éducatrice spécialisée de métier et travaillant au secteur de la protection de l'enfance, j'ai aussi vu dans mon parcours des situations de mineurs isolés. Je trouve que il me semble que le grand drame, effectivement, et c'est pour ça que le pacte revient là-dessus, une des mesures du pacte, c'est accueillir dignement. Accueillir dignement. Et c'est vraiment extrêmement important parce que ces mineurs, alors au-delà du problème de la minorité, comment elle est évaluée, ça c'est un problème. Après, c'est la manière dont on leur permet d'être pris en charge, dont la prise en charge s'organise. Et il y a beaucoup de mineurs isolés qui sont accueillis à l'hôtel.
hein, parce que faute d'hébergement, etc. Alors, le président actuel nous a garanti qu'il avait effectivement, et je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole, mais effectivement qu'ils avaient quand même ouvert pas mal de places pour des mineurs isolés pour pouvoir répondre justement à la demande d'accueil en termes d'hébergement et de prise en charge. Mais c'est vrai qu'il y a encore des mineurs isolés à l'hôtel, et quand ils sont à l'hôtel, ça veut dire qu'ils ne sont pas accompagnés. Hein, ça veut dire que la question de l'intégration, la question de la scolarité, la question de l'hygiène, la question de se réparer narcissiquement, etc. C'est des gamins qui sont abîmés, quoi. Donc on a un vrai problème là-dessus, et c'est vrai que la proposition du pacte a tout son sens en la matière. Juste pour bien, il faut toujours avoir en tête deux choses. Quand la personne est mineure non accompagnée, elle relève d'abord de la protection en tant que mineure. Qu'elle soit migrante, réfugiée, non réfugiée, c'est d'abord la protection en tant que mineur. Mais un mineur peut demander l'asile. Hein? Et très souvent, on a tendance à dire, eh bien, on va le considérer mineur, on va attendre patiemment 18 ans, et quand il aura 18 ans, eh bien, on verra bien ce qui se passe. Alors, en attendant, il fera sa demande. Et effectivement, là, il y a un aspect humain au titre de l'accueil digne des personnes qui fait que ces jeunes-là, souvent, sont, entre guillemets, un peu plus cabossés que les autres par le parcours d'exil. Hein. Et elles auraient besoin, dès le début, d'un accompagnement rapproché et d'analyser leur demande d'asile dès ce moment-là. Hein, et ne pas attendre et repousser les échéances. Oui, c'est juste pour un petit témoignage en tant que référent réponse à la carte. On a eu une question d'un adhérent sur un risque d'expulsion. Hein. Donc à ce moment-là, on l'a traité avec l'UTI du Rhône. Hein, et l'UTI du Rhône a pu résoudre, peut-être pas résoudre, mais mettre en contact grâce au lien avec l'associatif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément de l'expertise CFDT, mais le lien associatif permet aussi de résoudre certaines affaires. C'est vrai que au-delà de ce qu'on fait à travers du pacte, de travailler ensemble, c'est essentiel pour ce que tu dis, Christian. Parce que je crois autant qu'il faut que les assos nous repèrent comme étant ressources, notamment sur des situations de contentieux au travail. Ça, c'est notre partie, on est capable d'agir, y compris quand on n'est pas impliqué syndicalement. Par contre, en dehors de l'entreprise, quand c'est des questions d'hébergement, quand c'est d'autres questions, mais c'est pareil sur d'autres sujets, hein, sur d'autres thématiques et d'autres discriminations, on a besoin d'orienter vers les associations parce qu'on ne sait pas faire et il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Et puis, ce qu'on sous-exploite aussi souvent, c'est notre propre réseau. Hein. On a des mandatés logement, on a des mandatés à la CAFAL, etc. Et ça, il faut peut-être un peu qu'on travaille pour monter un peu encore en force, parce qu'on est quand même dans pas mal d'organismes. Si on était un peu plus capable de s'organiser, on pourrait aussi apporter un peu plus de réponses individuelles à certaines situations, je pense. Alors, et puis en tant que maître du temps, je veux dire qu'hélas, on commence à être pas très loin de la fin des événements. J'en profite pour vous remercier quand même. Moi, j'avais alors une question pour revenir un peu sur ce monde du travail. Il me semble, alors l'exemple a été pris des travailleurs de la propreté, où tous dans nos grandes entreprises, enfin pour ceux qui sont dans les grandes entreprises, on croise ces gens-là, hein, plus que on les aperçoit. Est-ce qu'il n'y aurait pas, et là je m'adresse plutôt à Sonia, est-ce qu'il n'y aurait pas des actions spécifiques qui pourraient être impulsées et dans lesquelles le syndicat pourrait ensuite prendre sa part? On est, que ce soit à la Poste, que ce soit chez Orange et même dans d'autres entreprises, on a ces situations-là et je suis sûr qu'on croise des gens qui auraient vraiment besoin de notre expertise, nous, de militants syndicaux. Et c'est vrai que ça mériterait d'être peut-être un petit peu organisé de façon à ce qu'on puisse s'en saisir ensuite. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir là-dessus et profiter de l'expertise des associations qui nous accompagnent, justement, peut-être pour faire un travail en amont de réflexion sur comment est-ce qu'on peut les aborder, quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer, et nous ensuite se saisir de ça pour porter dans nos entreprises des solutions, quoi, et accompagner ces salariés souvent malmenés, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas d'outils particuliers, y compris sur la formation. On pourrait penser que autour de la formation syndicale, on puisse aussi avoir ces questions, parce qu'il y a plusieurs manières de sensibiliser des équipes militantes. Il y a la formation syndicale, avec effectivement la possibilité de faire intervenir des associations. Je trouve ça, moi, pertinent. Je pense que si on le faisait, vous seriez partie prenante de ce type d'initiative. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, après, les outils, on les construit à partir des besoins. Je pense que il est nécessaire de se dire que les militants dans l'entreprise doivent pas hésiter à interpeller leur syndicat, mais aussi l'interpro sur des situations individuelles pour qu'on se mette à plusieurs pour réfléchir à comment on peut être ressource et construire autour de la personne. Ça, c'est une première réponse, mais ça ne mange pas de pain. Mais il faut penser à se contacter, puisqu'en plus, après, les situations, elles sont très individualisées. Je ne sais pas si on peut mettre en place un dispositif qui réponde à tout. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas s'il faut réfléchir en termes de formation ou sur une sensibilisation. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être des choses à créer. Mais après, j'invite d'abord les militants peut-être à nous saisir, à nous faire remonter vraiment précisément ce qu'ils observent sur le terrain, pour qu'à partir de là, on puisse appréhender des réponses et construire des outils. Là, on a peu de retours. On n'a pas de retours. Moi, les retours que j'ai, c'est directement des salariés qui viennent nous voir en permanence, pour l'instant, sur les situations. Et on est d'ailleurs très surpris, et on se le dit souvent en commission juridique, on a très peu, alors c'est un autre sujet, là je mélange un peu tout. Je vais parler aussi de discrimination. Alors c'est pas tout à fait la question des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais ça pourrait l'être après coup, la question notamment des discriminations raciales. On a très peu de contentieux sur ces questions-là, syndicalement. Ça paraît étonnant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas. Est-ce qu'il manque de la sensibilisation? Est-ce qu'il manque... je ne sais pas. Il faut qu'on puisse effectivement réfléchir ensemble à comment déclencher, parce que ça ne veut pas dire que les situations n'existent pas. Mais ces questions-là, elles sont très proches d'autres questions, comme les questions des violences sexistes et sexuelles au travail, comme les questions des discriminations LGBT. C'est des questions un peu périphériques. Les sections syndicales s'emparent de sujets facilement, qui sont un peu les sujets régaliens du syndicalisme. Et puis ces sujets-là peuvent apparaître comme étant périphériques et donc secondaires. Donc la première des choses à faire, c'est de se dire c'est aussi une priorité. Parce que ça fait partie de nos valeurs, parce que dans nos valeurs, il y a la question de la solidarité. Donc voilà. Mais désolé, c'est vrai que j'ai pas de... On réfléchisse. Tout à fait. J'ai envie également de donner un petit témoignage. J'étais dans une grande entreprise il n'y a encore pas très longtemps, qui a des immeubles autour d'une place où il y avait des centaines et des centaines de réfugiés qui étaient dans les tentes. Je n'ai jamais vu un tract syndical en parler, syndicat confondu. J'ai jamais vu un tract syndical. Un jour, une réunion de cadres de cette entreprise se tient avec plusieurs centaines de cadres. Et il y a plusieurs jeunes qui posent des questions par rapport à cette situation. Je ne sais pas si en dehors de moi s'il y avait des syndicalistes dans la salle, mais en tout cas, on ne devait pas être fiers. Je ne sais pas s'il y avait des syndicalistes dans la salle, mais on ne devait pas être fiers. Je veux dire qu'en la matière, je crois que ces questions-là, aujourd'hui, traversent la jeunesse. On parle de questions du climat, je fais lié avec le pacte. Elles traversent quand même la jeunesse. Et il faut quand même parfois qu'on s'interroge, d'ouvrir un peu les fenêtres, sans jeu de mots, même si elles sont... même s'il y a des doubles vitrages, pour regarder un peu ce qui se passe autour. Je crois que c'est quand même assez important. L'intervention de Daniel me fait penser quand même à un partenaire qui peut être très utile, y compris pour les militants. Là où on est face à des sujets qu'on ne maîtrise pas vraiment, parce qu'ils vont au-delà du droit du travail, le droit à l'hébergement, etc. C'est des sujets les uns et les autres qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. C'est le défenseur des droits. Je pense que là, il y a une institution qu'on peut utiliser, user, réutiliser et user. C'est-à-dire que la situation que tu évoques, alors après, sur du collectif, on n'arrivera pas à les faire intervenir. Ils interviennent sur des situations individuelles. Moi, j'ai eu l'occasion de les faire intervenir sur des discriminations liées à la vulnérabilité. Mais n'importe quel militant de section, eux, et nous, on a les adresses, ils sont plusieurs en région, peut saisir le défenseur des droits d'une situation individuelle dont on pressent que les questions de dignité et les questions de droit sont pas respectées pour tel ou tel travailleur. On a aussi ce levier-là. Voilà. Ça, je pense que... Après, ça vaudrait peut-être le coup qu'on construise un petit peu un
propre conférence en interne pour pousser un peu plus loin ce type de réflexion avec l'ensemble des partenaires. Merci Franck. Je suppose que tu veux conclure. Ça me paraît tellement évident. D'abord, je vais commencer par remercier tous les intervenants. Vous remerciez vous pour avoir participé à cette journée. Je le disais ce matin avec des difficultés pour certains. On a vu qu'un certain nombre ont dû nous quitter pour des raisons de transport évidentes. J'aimerais remercier particulièrement Steve pour l'animation et tout ce qui nous a été présenté tout au long de la journée. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et puisqu'il rentre, Abdoul aussi, qui s'est beaucoup investi dans cette journée. Donc. J'espère que la journée vous a plu. En tout cas, c'était une première. Hein. On a une AG sous cette forme, avec des débats de société l'après-midi. Je pense qu'on a essayé d'être un peu innovant. J'espère que c'est des choses qui pourront se faire par la suite. Je pense que nous, syndicats, on a toute notre place dans la société. Hein. Ça répond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, on a vu ce matin, je ne reviens pas sur, je ne vais pas vous refaire la totalité de ce que je vous ai dit ce matin, mais on est un syndicat dynamique qui est en croissance. Et je pense que cette façon d'aborder les choses participe aussi à notre réussite. Donc, merci à tous, rentrez bien. Et puis, à bientôt.